Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une deuxième semaine positive, très positive encore d'ailleurs pour les actions européennes qui continuent de conforter leur leadership relatif par rapport aux actions américaines qui ont connu un début d'année beaucoup plus médiocre, certes positif, mais beaucoup moins important que les actions européennes qui ont gagné jusqu'à présent 6 à 8% en 2 semaines de bourse. C'est un rythme effréné, évidemment, sans doute insoutenable sur les 50 prochaines semaines qui nous restent à passer sur cette année 2023. Néanmoins, cela permet quand même de corriger un écart de valorisation qui reste quasi historique entre les actions européennes et les actions américaines, et un indice CAC 40 qui franchit à nouveau les 7000 points en cette fin de semaine. On verra si le seuil symbolique des 7000 points est tenu en clôture ce soir par l'indice parisien qui progresse à mi-séance de 0,5% au démarrage d'une journée qui sera marquée par le coup d'envoi des résultats trimestriels aux États-Unis, avec les publications de plusieurs grandes banques et de grands groupes de services financiers attendus en début d'après-midi. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock dans la gestion d'actifs publieront leurs résultats trimestriels et annuels avant l'ouverture des marchés américains tout à l'heure. Wall Street qui entamera d'ailleurs, notez-le, un week-end de 3 jours puisque les marchés américains resteront fermés lundi en hommage à Martin Luther King. C'est le jour de commémoration de la mort de Martin Luther King lundi prochain aux États-Unis. Voilà pour le panorama des marchés en cette fin de semaine. Comme une fois par mois, le vendredi, nous prendrons le temps de nous intéresser aux enjeux pour les investisseurs individuels au démarrage de cette année 2023. Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, sera avec nous en plateau. Et puis, à ses côtés, Pascal Sévy, bancaire privé chez Oddo BHF, qui viendra pour nous détailler, comme à chaque fois, un cas pratique en matière de banque privée et de conseils auprès des familles. Le cas du jour nous permettra de traiter les différents aspects d'une succession entre les différentes générations d'une famille, à suivre dans quelques instants dans Smart Bourse sur Bismart. Charles-Henri Devigny, donc, avec nous en plateau, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour et bienvenue, Charles-Henri. Bonjour Grégoire, et d'abord tous mes vœux. Eh bien, meilleurs vœux pour vous. Qui s'ouvre bien sur les marchés. Bon, je suis comme vous, je suis un peu dubitatif. Ils tiennent le même rallye jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Hein, donc soyons prudents. Vous êtes méchant. J'ai du mal à cacher mon enthousiasme, je dois le dire. Oui, donc, effectivement, il est assez visible. Je préfère expliquer que quand même il faut être prudent et lucide, parce que là on part sur un rallye insoutenable. On est d'accord. 1% par jour, effectivement, c'est pas ce qu'on va voir sur les 200 et quelques jours de bourse de cette année 2023. Nous accueillons également Pascal Sévy. Bonjour Pascal. Ravi de vous retrouver. Vous êtes team manager chez Oddo BHF, banque privée. Je commence avec vous, Charles-Henri. Bon, les vœux de la fédération, c'est l'occasion de rappeler un peu comment fonctionne la Fédération des investisseurs individuels en France, l'état des forces en présence, qu'est-ce que représente la fédération et comment est-ce que la fédération anime la communauté des investisseurs individuels en France. Donc oui, la fédération, on a plus de 50 ans. On est la fédération qui rassemble le plus d'investisseurs individuels, qu'ils investissent dans des entreprises cotées ou dans des entreprises non cotées, qu'ils interviennent aussi en gestion directe ou en gestion indirecte à travers des fonds. Nous, on appelle ça de l'investissement audacieux. Hein, voilà, on prend de l'audace. Vous êtes au bon endroit pour parler de l'audace. C'est la baseline de Smart Bourse. Voilà. Vive les audacieux. Voilà. Et donc nous, on préconise et on veut valoriser ce type d'investissement audacieux auprès de nos concitoyens. Notre objectif est de faire de la pédagogie. On n'est pas là dans la réclamation, on n'est pas aussi pour la défense de l'actionnaire minoritaire, mais on est plutôt dans la pédagogie et expliquer pourquoi il est bon de mettre dans son portefeuille aussi des actions françaises ou européennes ou américaines pour valoriser son patrimoine. On est 100 000 adhérents.
Wow. Donc, il suffit d'aller sur le site de la fédération, f2ic.fr, et vous pouvez devenir membre, c'est gratuit. À partir de là, nous transmettons de l'information. Nous organisons aussi des réunions dans les territoires, en région, par les provinces, pour que les acteurs du marché, que ce soit des sociétés de gestion, mais aussi des émetteurs, puissent aller à la rencontre de ces investisseurs et présenter leur stratégie de développement pour les entreprises, les produits pour les asset managers, ou pas forcément que les produits, parce qu'il faut éviter toutes les démarches un peu trop commerciales, mais en tous les cas, les enjeux sur lesquels ils veulent se positionner en tant qu'investisseurs. Ça permet d'accéder à une information à laquelle on n'a pas forcément accès quand on est tout seul, c'est-à-dire auprès notamment des émetteurs, des entreprises, et d'accéder à des échanges avec ces entreprises et ces émetteurs. Pour créer un dialogue. Très clair. Encore hier soir, j'étais avec une professionnelle des marchés qui me dit tiens, je suis allé voir sur votre site et je trouve que votre site est hyper pédagogique et il y a beaucoup d'informations, parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on accumule, et si on a envie d'investir une partie de son patrimoine dans les actions, sous quelque forme que ce soit, on a les outils pédagogiques pour y s'intéresser au sujet. Et par ailleurs, on est là aussi pour les défendre. Je veux dire que ça nous arrive parfois de prendre des positions sur des sujets de gouvernance. Vous l'avez vu, on en avait parlé à une époque sur l'AG de Stellantis. Très clair. On est farouchement pour la mise en place des AG hybrides. D'ailleurs, il y a une tribune qui a été publiée ce matin dans l'Opinion sur ce sujet par des profs de finance d'un certain nombre d'écoles de commerce. On est aussi à l'initiative, par exemple, du PEA Jeunes dans la loi Pacte. Donc ça, c'est une idée issue de la fédération et qu'on a portée justement parce qu'on s'est dit pourquoi les jeunes de 18 à 25 ans ne peuvent pas avoir accès au PEA. Ils ont droit au livret A, ils peuvent avoir droit au PEA. Voilà, et en même temps, comme ça, ils ne sortent pas du foyer fiscal de leurs parents, parce que c'était un élément discriminant. Et ça permet donc justement de commencer dès le plus jeune âge à s'intéresser à ce type d'investissement audacieux. Bon, ne vous privez pas effectivement de cette information, et en plus c'est gratuit, c'est ça. Voilà, et je répète donc le site, c'est f2ic.fr. N'hésitez pas à y aller. Les enjeux pour les investisseurs individuels au démarrage de cette année 2023, peut-être un point rapide sur la réglementation. On avait déjà évoqué ce sujet avec vous. Alors, la réglementation européenne est mouvante en permanence, toujours un process en cours, on va le dire. Donc, on en est à MiFID II. Un des points importants pour les investisseurs individuels, notamment ceux qui sont conseillés par des conseillers en investissement, en gestion de patrimoine ou des banquiers privés, c'est qu'ils vont devoir déclarer leur intérêt en matière d'ESG. Ça, c'est très nouveau. Oui, alors donc ça depuis le mois d'octobre, dans le cadre de MiFID II, les intervenants, donc les distributeurs de produits, doivent poser un certain nombre de questions aux investisseurs pour connaître leur degré d'appétence sur le E, le S et le G. Donc ça, c'est hyper important. Donc avant, il y a toujours les objectifs financiers, le profil de risque, la connaissance financière et l'expérience des clients. Ça, c'est MiFID 1, donc de 2007. Et maintenant, il va falloir aller voir quelle est la part du patrimoine qu'ils souhaitent investir dans ce type d'investissement ESG. Est-ce qu'ils souhaitent modifier des portefeuilles existants et quelles sont les sommes qu'ils veulent y consacrer et dans quel type sur quoi ils veulent investir. C'est l'environnement, est-ce que c'est le social ou est-ce que c'est la gouvernance? Donc après, il va falloir faire un mixte pour le distributeur pour pouvoir proposer les meilleures solutions. Alors après, il y a un vrai sujet, c'est qu'en fait, dans les produits actuels, qui sont classés, on appelle ça l'article 8 et l'article 9, est-ce que les entreprises qui sont dedans répondent à l'ensemble des critères? Et là, on a mis un peu on en avait parlé il y a quelques mois, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, parce que les entreprises sont en train de compiler et de donner des informations justement sur le E, le S et le G, et donc en termes de les produits actuels,
On a demandé aux fabricants de produits financiers de déclarer l'impact de leur stratégie, on va le dire comme ça, avant même que les entreprises dans lesquelles ils investissent aient une obligation de reporting standardisé sur différents critères extra-financiers. Il y a le SRDF et puis il y a le CRDF. Voilà, donc c'est... Voilà, on a mis SFDR et CSRD. Voilà, ce sont les SFDR, c'est pour les produits financiers. CSRD, c'est le reporting standardisé pour les émetteurs, pour les entreprises, et ça, qui va entrer en vigueur. Ce qui va rentrer en vigueur, et donc pour l'instant, les émetteurs de produits ne savent pas encore véritablement si ces entreprises rentrent bien dans l'ensemble de leurs critères ESG qu'ils affichent sur leurs produits. Donc on va rentrer dans une phase un peu de rationalisation de cet environnement 2023, 2023 va être, je dirais, une consolidation pour ce type de produit. Bon, quelques mises en garde également, et vous avez déjà rappelé la prudence nécessaire quand on investit sur les marchés boursiers, qui sont des actifs à risque, avec des risques de perte en capital, effectivement. Donc ne vous laissez pas aveugler par les 8-10% de hausse qu'on a en quelques jours et en quelques séances sur les marchés européens notamment. Évidemment, la vie des marchés boursiers n'est pas aussi facile que ce qu'on peut observer sur quelques jours de bourse au démarrage de cette année 2023. Voilà, après, il y a plein de propositions qui sont sur les réseaux sociaux. On va vous proposer d'investir dans les cryptos. On l'a vu là récemment avec la chute de FTX, que c'était hyper... Alors là, vraiment, c'est pas audacieux, là. C'est vraiment hyper risqué. Hein. Et moi, quand je regarde ce qui s'est passé sur FTX, ça m'a rappelé John Law. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît John Law, mais bon, c'était un Écossais, financier, économiste, qui est venu en France au début du XVIIIe siècle, 1716. Il a mis en place le papier monnaie sous la régence de Philippe d'Orléans. Donc, Louis XV était encore très jeune, juste après la mort de son arrière-grand-père Louis XIV. Et là, il a commencé à émettre beaucoup de papier. Et pour dire, non, le franc, ça s'appelait pas le franc or, mais la monnaie or et argent ne doit plus rentrer en vigueur. Et en 1720, ça a été la faillite la plus totale. Et donc, en fait, on s'aperçoit que Ponzi, il a déjà été inventé il y a longtemps, et que FTX, c'est le même process. Tant que les gens mettent de l'argent... Tant qu'il y a des nouveaux entrants, ça tourne. Ça tourne, mais une fois que la promesse n'est plus là, ça s'écroule. Donc là, il faut faire hyper attention. Il y a un nouveau truc là qui est en train aussi d'apparaître, ce qu'on appelle l'immobilier à royalties. Ça, c'est vachement bien. Alors, il y a quelques plateformes qui s'appellent Brix Club ou Tokim, voilà, et qui vous proposent d'investir entre 10, 100, 1000 euros dans l'investissement immobilier locatif. Ouais. Bon, on se dit, c'est des STPI, chose. Mais alors, avec des rendements largement supérieurs à 10%. Entre 10 et 15%. Alors, quand on connaît un peu l'immobilier, savoir qu'on peut avoir des rendements entre 10 et 15%, c'est pas possible. Non. Et en fait... Pas loin de ce que proposait FTX sur ses dépôts. C'était des rendements promis, garantis de 8-10%, vendus sans risque. Ouais, bon, voilà. Et donc là... Ça n'existe pas. Ce sont des mirages. Ce sont des mirages, mais surtout qu'en fait, là on n'a même pas de droit de propriété. Parce que, en analysant bien, vous êtes assujetti à la flat tax et non pas à l'impôt foncier. Donc, quand vous mettez 10, 100 ou 1000 euros, vous n'êtes pas propriétaire du bien. Vous pouvez bénéficier du rendement des loyers, donc on vous paye... voilà. Vous pouvez aussi éventuellement gagner en plus-value, parce que si le bien est vendu, mais la plateforme fait faillite ou vous n'êtes propriétaire de rien. Il n'y a pas de sous-jacent véritablement derrière. Donc c'est pour ça que moi je veux mettre en garde un peu tout le monde. Ouais. Et je remercie l'AMF de aussi ce travail de vigilance, parce que l'AMF même va sur TikTok pour prévenir... j'espère bien, c'est là que ça se passe, oui. Oui, donc évidemment, mais c'est vachement intéressant de voir que même l'AMF communique sur TikTok pour prévenir de ce type de danger auprès des jeunes générations. Petite règle de base, mais je parle sous votre contrôle à vous deux. Enfin, le
le rendement garanti sans risque en France, il est, depuis aujourd'hui, je crois que ça va être annoncé par Bruno Le Maire, à 3% et quelques sur le livret A. Ça, c'est du rendement garanti sans risque. Il y a le livret populaire, oui, on va arriver à populaire, 6%. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez des promesses de rendement qui sont 2, 3, 4 fois le rendement français sans risque du livret A, posez-vous des questions. Oui, voilà. oui. Je veux dire, il y a des mirages évidemment absolus et on ne fait pas 10% de rendement sans prendre de risque sur les produits financiers. Bien sûr. Voilà. Petite règle, Oui. pour vous dire, voilà, quand vous avez ce mirage des rendements qui vous sont proposés, et puis il faut regarder net de frais, etc. Enfin, je veux dire, chacun fait son travail par rapport à ça, mais, Non, mais il faut les bien mirages lire, existent dans cet environnement et alors, financier. Hein. Autre conseil, ne souscrivez pas à un produit directement sur Internet. Malheureusement, c'est quand même un peu le sens de l'histoire. Mais tant que vous ne connaissez pas qui est derrière, bien sûr. Renseignez-vous aussi sur qui est l'émetteur de ce type de produit. Et voyez s'il y a vraiment pignon sur rue, quels sont aussi ses agréments, ce genre de choses, parce que là, vous partez vers l'aventure, comme on dit. Allez voir votre banquier privé. Ou aller voir, voilà, référer à un conseiller, effectivement, banquier privé ou autre, mais effectivement, ça vaut le coup de poser quand même quelques questions et de s'interroger, encore une fois, quand on voit des produits miracles qui peuvent être vendus et distribués aujourd'hui très facilement grâce aux outils digitaux. Merci beaucoup pour ces quelques rappels de prudence, effectivement, quand on se lance dans l'investissement financier, qu'on est un investisseur individuel. Charles-Henri Devigny, avec nous, une fois par mois le vendredi, président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et dans le sillage de notre discussion avec Charles-Henri Devigny, Pascal Sévy, donc avec nous, une fois par mois également le vendredi, pour un cas pratique lié aux enjeux de banque privée. Pascal, rebonjour, vous êtes team manager chez Oddo BHF Private Banking, banque privée. Le cas pratique de ce mois, c'est un cas qui concerne une succession avec un client qui vient vous voir, qui est un jeune septuagénaire, c'est ça, 70 ans, avec un patrimoine global de 10 millions d'euros. Il est marié, il a des enfants, des petits-enfants, il est marié sur le régime de la communauté légale, 3 enfants majeurs et 5 petits-enfants mineurs. Il veut organiser sa succession en optimisant évidemment la transmission de son patrimoine à ses enfants et ses petits-enfants. Absolument. Comme toujours, dans mon métier, on doit faire un diagnostic. Donc, avant de commencer à conseiller quelqu'un, en plus, il y a un aspect psychologique qui est très important dans la succession et la donation. Donc, on va déjà analyser son âge, l'état de son patrimoine, est-ce qu'il y a des plus ou moins values, et l'objectif de donner, quel est-il? Est-ce qu'il veut lui-même donner un petit peu de directives dans les fonds qu'il va transmettre? Donc, on fait déjà tout ce premier travail. On se rend compte avec lui qu'il est prêt à se démunir de son vivant. Donc, ça, c'est quand même l'un des aspects les plus importants. Et ce qu'il souhaite surtout, c'est pouvoir utiliser toutes les techniques qui s'offrent à lui de son vivant, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de tout ça. Donc notre métier va consister en fait à le guider. On fait ça de concert avec son notaire et on va l'aider ensuite à choisir qu'est-ce qu'il donne et qu'est-ce qu'on lui conseille de faire avec les fonds qui vont être donnés, donc aux enfants et petits-enfants. Quelle a été la première décision qu'il a pu prendre pour se démunir de son vivant, comme vous dites, Pascal, et transmettre donc sans attendre aux générations suivantes? Alors, comme on était à l'approche de Noël, déjà, on lui a conseillé de faire ce qu'on appelle un présent d'usage. Le présent d'usage, il doit être dérisoire par rapport au patrimoine et cohérent par rapport aux revenus. Donc, c'est vraiment comme faire un petit cadeau sympathique. Donc là, il a décidé avec son épouse de donner 4 000 € à chaque enfant. 2 000 € à chaque petit enfant. Ce n'est pas déclaré auprès des autorités, mais ce qu'on conseille de faire en général, dans le libellé du virement, c'est d'indiquer cadeau de Noël avec le prénom de l'enfant. Et ça permet déjà de donner un peu. Ça fait plaisir et c'est tout à fait légal de pouvoir le faire de cette manière. Ça, on peut le faire, le présent d'usage, le cadeau. Oui. On peut le faire de temps en temps, il ne faut pas en abuser, il faut qu'il y ait une occasion, et vous dites il faut que ce soit rapporté effectivement au patrimoine, aux revenus, au train de vie de la personne. Voilà, un milliardaire peut, je ne sais pas, offrir une Ferrari à ses enfants, ça restera dérisoire par rapport à son patrimoine. Non, mais je grossis foncièrement un peu le trait. Oui. Effectivement, sur ce patrimoine, quelques milliers d'euros, effectivement, ça apparaît quelque chose de suffisamment dérisoire pour qu'on puisse le donner sous forme de cadeau, effectivement, sans que ce soit requalifié comme
un don ou une donation, Absolument. qui est l'autre outil effectivement de transmission de son vivant. Donc comme là, il l'a jamais donné, en fait, la règle dit qu'on a le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant tous les 15 ans. Ouais. Donc avec son épouse, ils peuvent donner 200 000 euros à chacun des enfants. Donc il n'a jamais utilisé cet abattement, c'est l'occasion de le faire. Attention, si jamais il décède dans les 15 ans qui suivent, l'abattement sera déduit de la succession. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent donner avec eux. Et en regardant leur portefeuille d'actifs financiers, on voit qu'ils ont quand même des positions d'actions qui sont très fortes plus-values, notamment sur des titres comme LVMH et Air Liquide. Donc on leur conseille de donner ces titres-là, parce qu'en fait, la donation va purger la plus-value. En gros, les enfants vont recevoir ces titres et en fait, le compteur de plus-value repart à zéro. Donc pour eux, c'est une manière de purger. Les enfants reçoivent quelque chose qui est intéressant et ils peuvent utiliser en effet ce premier abattement et transmettre déjà aux enfants. Comment est-ce qu'on s'assure quand on est dans le cadre d'une donation, donc on n'est plus dans le cadeau ou le présent d'usage, quand on est dans le cadre de cette donation, avec en plus des actifs financiers, des actions en l'occurrence, quelles sont les règles et les bonnes pratiques qui permettent d'éviter tout conflit futur potentiel au sein de la génération suivante notamment? C'est très important. Il y a une technique très intéressante qui s'appelle la donation-partage. Ça se fait devant un notaire. Donc en fait, ils vont faire toute cette procédure devant le notaire. La donation-partage permet de figer la somme qui est donnée aux enfants. D'accord. Donc en gros, le fait de faire ça évite de faire un rééquilibrage au moment du décès. Donc s'il y en a un qui a fait n'importe quoi avec les fonds, la donation-partage protège les autres. Et ça permet en fait d'éviter des problèmes futurs, notamment au moment du décès. Celui qui a gardé ses LVMH et ses Air Liquide par rapport à celui qui, je ne sais pas, aura tout mis dans FTX, par exemple, effectivement, ne sera pas lésé par rapport à la situation qui aura été figée au moment de la donation. Et ça se fait vraiment devant un notaire, c'est important. Vous avez pu conseiller également justement la génération suivante, donc le couple de septuagénaires qui a 3 enfants majeurs. Voilà. Vous avez pu leur apporter du conseil également? Oui, en fait, ils n'avaient pas de projet immobilier identifié ou autre à ce stade. Bon, nous, Air Liquide, LVMH, ce sont des titres qu'on aime bien. Pour des questions évidentes quand même de concentration, on leur a proposé de garder uniquement 5% dans chacune des valeurs, avant justement que de la plus-value recommence à se créer. Et puis, bon, on va revenir à une des allocations les plus traditionnelles, mais avec un horizon temps intéressant et des conditions de marché qui s'y prêtent aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir à peu près 60% en actions, 40% en produits de taux. Et on arrive avec ça sur un horizon à 10-15 ans qui est le leur, à leur construire des portefeuilles qui sont vraiment intéressants et diversifiés. Un autre dispositif qui a pu être utilisé dans le cadre de ce cas pratique, parce que effectivement le client a moins de 80 ans et que ses enfants sont majeurs, c'est le don Sarkozy. Oui. Alors, du nom de celui qui l'a. On s'en souvient encore? Absolument. Donc, en fait, l'idée, cette fois, c'est de donner jusqu'à 31 865 euros par parent, par enfant, toujours tous les 15 ans. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on peut transmettre de nouveau. Cette fois, on ne va pas transmettre des titres, on va transmettre des liquidités. Donc, ils sont venus, en fait, s'ajouter à ces portefeuilles. Ce don, c'est bien de l'utiliser de son vivant parce qu'en fait, il n'est pas applicable à la succession. D'accord. C'est pas rapportable à la succession, effectivement. C'est pas rapportable à la succession. Mais ça permet de venir encore abonder les portefeuilles. Et quand même, quand vous faites le décompte de tout ça, on vient de donner aux enfants quasiment 800 000 euros sans payer aucun droit. Ouais. Alors, très important de le rappeler. Parce on parle souvent de taxation en France, mais on oublie parfois aussi qu'il peut y avoir quand même des techniques de transmission qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a des obligations déclaratives particulières auprès de l'administration fiscale, par exemple? Absolument. Donc, néanmoins, le don de 100 000 euros, il est à déclarer assez rapidement. Ouais. Le don Sarkozy, il est à déclarer dans le mois qui suit. Il y a une case spécifique pour le faire. Et nous, évidemment, nous accompagnons nos clients pour être sûrs que c'est fait. Ce sont les donataires qui doivent faire cette déclaration. Ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent. Donataire, absolument, celui qui reçoit. Absolument. Donc pour le don Sarkozy, cas spécifique, et pour l'autre, le faire assez rapidement après avoir reçu les fonds. Qu'est-ce que les grands-parents, donc je reprends effectivement le couple marié de 70 ans, donc les enfants ont été bien traités, les petits-enfants ont pu recevoir effectivement un chèque à Noël, un présent d'usage. Qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre pour la génération d'après, celle des petits-enfants? Via le mécanisme de donation transgénérationnelle, là aussi on peut donner par grand-parent 31 865 euros. Donc là, on fait en gros 31 865 fois 2 fois 5 et on rajoute encore quasiment 300 000 euros, même un peu plus, de nouveaux qui sont transmis. Donc ce couple-là, finalement, a transmis plus d'1 million d'euros sans payer aucun droit aux enfants et aux petits-enfants. Donc c'est quand même
Je trouve en tout cas très intéressant. Évidemment. Pouvoir le faire. Quel conseil vous avez pu apporter aux petits-enfants qui, je le rappelle, sont 5 et mineurs? Oui, tout à fait. Alors ça se fait de concert évidemment avec les parents. Là, l'idée, c'est qu'on a un horizon de temps encore plus important devant nous. On continue quand même de privilégier plutôt les actions. Et ce qu'on aime bien pour cette génération-là, c'est de faire plutôt des fonds thématiques. Alors on peut discuter de thématiques qui peuvent plaire à la famille pour X raisons. Sinon, on va pousser des thématiques qui nous semblent importantes, comme la transition énergétique, comme la cybersécurité, comme des fonds sur le thème de l'eau ou des matières premières. Ça nous semble intéressant et on a vraiment du temps devant nous. Et évidemment, il y aura des arbitrages à venir. Mais là, on est assez confiant pour faire des portefeuilles en action. Au-delà des systèmes de présent d'usage, de donation-partage qu'on vient d'évoquer, quelles sont les autres techniques que vous avez pu considérer d'ailleurs dans ce cas pratique spécifique? Alors ce couple a du patrimoine immobilier, ils ont leur résidence principale et une résidence secondaire. Donc là, on s'est plutôt attelé au patrimoine financier. Sur la résidence secondaire, il y a une technique qui est intéressante, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Donc c'est transmettre de son vivant un bien. On applique la même grille en fait, de droit de donation, sauf qu'on ne l'applique pas sur 100% de la valeur du bien. C'est ça le démembrement. Par rapport à l'âge de ce monsieur, au lieu de prendre 100% de la valeur du bien de la résidence secondaire, on va prendre 60% et appliquer la fameuse grille. Alors attention, il a 71 ans en mai, ça change. Là, c'est plus 60, c'est 70%. D'accord. 10 ans, en fait, on rajoute 10%. D'accord. Donc là, je trouve qu'il a un âge pas mal pour pouvoir le faire. Souvent, d'ailleurs, les droits sont payés par les parents. Ils deviennent usufruitiers, les enfants deviennent nus propriétaires. En tant qu'usufruitiers, si jamais la maison était louée, c'est eux qui touchent les fruits. Ouais. S'ils payent l'IFI, c'est pour eux également. Voilà. Mais tout bénef pour les enfants. Tout bénef pour les enfants et surtout, le bien est transmis au moment du décès, il n'y a plus rien à payer. Par contre, s'ils veulent le vendre, il faut avoir l'accord des nus propriétaires. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils décident de vendre la résidence secondaire, ils ont le droit de reporter le démembrement sur, par exemple, un portefeuille d'actifs financiers, avec les mêmes avantages et les mêmes contraintes. D'accord. Et on peut démembrer autre chose que de l'immobilier, hein, c'est ça? Même des œuvres d'art. Voilà. Même des œuvres d'art. Oui, tout à fait. J'ai appris ça récemment, mais c'est possible. Partage un tableau. En fait, l'usufruitier continue de le voir. J'entends, d'en profiter et d'en faire profiter les deux. Non, mais on a vu ça sur des grosses collections d'art avec des grosses pièces. Ça peut être aussi intéressant de le faire, toujours dans l'optique de transmettre de son vivant dans des meilleures conditions. Il y a un dispositif qu'on n'a pas évoqué, Pascal, et qui retrouve quand même tout son sens quand on parle de succession, c'est l'assurance vie. Absolument. Parce que là, tout ce qu'on a dit, donner, c'est donner. C'est fini. Il s'est démuni. Il ne peut pas retourner voir ses enfants en disant... Il y a des techniques en plus qui existent, mais disons que donner, c'est donner. L'assurance vie, donc ce monsieur avait déjà une assurance vie. Il l'avait en fait déjà abondée avant ses 70 ans. Ce qui est hyper intéressant dans l'assurance vie, c'est qu'on a ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un formidable outil de planification successorale pour plein de raisons. D'abord parce qu'on peut la changer tout au long de sa vie. Bon, il ne faut pas, à la veille de son décès, aller nommer une personne obscure. Oui, son chat ou son chien. Voilà. Effectivement, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais néanmoins, l'idée, c'est de pouvoir vraiment la faire évoluer en fonction... Quand on voit bien que si ce monsieur atteint 90-95 ans, il aura peut-être plus envie de privilégier ses enfants, mais ses petits-enfants. Ouais. Ça permet aussi de protéger le conjoint. Ça permet de nommer des personnes qui ne sont pas des héritiers en ligne directe aussi. Il y a des abattements et il y a plein de techniques possibles autour de la clause bénéficiaire. Alors, le conseil qu'on donne, c'est de faire très attention à sa rédaction parce qu'il peut y avoir des pièges. Par exemple, nommer quelqu'un, si on change d'épouse en cours de vie, qu'on a spécifiquement nommé la première avec son nom et son prénom, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Oui. Et donc, il faut la revoir régulièrement et l'adapter vraiment au changement de vie. Mais ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet de planifier sa succession cette fois sans se démunir. On allie toutes ces techniques et on essaye de faire en sorte d'accompagner ce monsieur avec toutes les techniques possibles qui existent en France et qui, je le rappelle, peuvent être extrêmement intéressantes. Puis, on voit bien tout l'intérêt, effectivement, de conseiller ce couple... puis ensuite ses enfants, et puis demain peut-être les petits-enfants également. Et arrière-petits-enfants. Et arrière-petits-enfants, ça ne s'arrête pas. L'augmentation de l'espérance de vie. Absolument. Merci. Ça devient une clientèle captive. Oui. Bien conseillé, oui, une clientèle bien conseillée. Et d'ailleurs, si elle m'écoute, je la salue. Moi, j'ai une cliente de 98 ans, et avec qui on a déjà, depuis de nombreuses années, évoqué tous ces sujets. Merci beaucoup, Pascal. Et oui, c'est des sujets auxquels il faut réfléchir le plus tôt possible. Absolument. Je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup. Pascal Sévy qui était avec nous, team manager chez Oddo BHF Banque Privée, et Charles-Henri Dovini qui nous accompagne également, président de la F2JC pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifier, analyser, planifier,
Tradez, votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.